Philippe Godard qui va nous parler, donc de Montpellier, qui va nous parler de la protection médulaire. Merci beaucoup Diane, merci aux organisateurs pour l'aimable invitation à venir parler de ce sujet et à essentiellement débattre de cette histoire de drainage de LCR. Bon, je n'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec ce topo. Bon, comme on l'a vu tout à l'heure, la chirurgie aortique thoraco-abdominale, elle est en pleine évolution. Les innovations se succèdent les unes aux autres. Les techniques endovasculaires font de nouvelles prouesses, pas chaque jour, mais enfin, chaque année, on a des nouveautés qui sortent avec des équipes. Bon, il faut des équipes expertes ultra entraînées, hein, effectivement, que ce soit pour la chirurgie ouverte ou même par voie endovasculaire pour la gestion de ces cas complexes. Un des problèmes majeurs qui peut être rencontré, c'est cette survenue d'ischémie médulaire qui est extrêmement redoutée, avec le risque de paraplégie pour les patients. Alors c'est un risque qui peut être, on va dire, accepté dans le contexte de l'urgence, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas le choix, on essaie de limiter au maximum le risque avec différentes stratégies, on va le voir. Ça concerne aussi des patients qui sont opérés de façon plus programmée. Parce que là, bon, on a vu beaucoup les syndromes aortiques aigus, la dissection, mais enfin, il y a toute la pathologie anévrismale de l'aorte thoraco-abdominale qui peut également être concernée, et pour lesquels, là, effectivement, des fois difficile hein, d'opérer des patients qui eux-mêmes sont très peu symptomatiques en leur expliquant qu'ils ont le risque de finir paraplégiques. Alors, la circulation, l'organisation de la circulation médulaire, elle fait l'objet d'un certain nombre de suppléances, hein, fort heureusement. On sait qu'il y a un certain nombre d'axes essentiels à préserver. Bon, bien sûr, il y a la fameuse artère d'Adamkiewicz qui est d'origine assez variable, hein, c'est pas homogène chez tous les patients. Donc, quand on peut essayer de repérer sa naissance, ça peut aider sur les décisions stratégiques ultérieures. Et bien sûr, la suppléance, comme Jacques Thomasy l'a dit tout à l'heure, elle dépend beaucoup de l'artère sous-clavière gauche via les artères vertébrales et les artères plus lombaires à partir de l'hypogastrique. Donc plus on va couvrir de territoire, plus on va avoir le risque d'avoir de moins en moins de suppléances possibles et on augmente donc le risque de paraplégie. Alors comment ça fonctionne, cette ischémie médulaire? On est face à un phénomène où quand il y a un défaut de perfusion, alors les mécanismes peuvent être un petit peu différents si c'est de la chirurgie ouverte avec ou sans suppléance circulatoire ou la chirurgie par voie endovasculaire. Mais quand l'ischémie survient, il y a un cercle vicieux qui s'installe avec une augmentation de la pression du LCR et puis cette augmentation va aboutir à une pression critique qui fait qu'elle passe au-dessus de la pression veineuse médulaire et que finalement on va interrompre la perfusion par ce biais-là. Et comme au niveau cérébral, la pression de perfusion médulaire, elle est assez simple à calculer. Hein, c'est la pression artérielle moyenne systémique, pression artérielle moyenne appliquée au niveau spinal, au niveau médulaire, moins la pression du LCR. Alors la pression du LCR, on la passe sauf si on a un cathéter dedans qui permet également de la mesurer. Alors, est-ce que c'est quelque chose de fréquent? Oui et non. Bon, on peut dire 2%, c'est quand même relativement rare. Bon, il y a des séries où ça monte un petit peu plus, on a vu 4, 5, 6%. Des séries à plus haut risque peuvent décrire jusqu'à 40%, c'est des éléments qui datent un petit peu. Quand on regarde certaines enquêtes, voilà, on voit quand est-ce qu'elle survient, cette ischémie médulaire.
Eh bien, sur cette série de 858 patients, avec 20 phénomènes de lésions spinales périopératoires, eh bien, seulement 3 étaient constitués en intraopératoire. 10 dans les 48 premières heures et 7 de façon un petit peu plus retardée, avec voilà, une incidence sur les paraplégies qui est à peu près équivalente. Donc malheureusement, ce n'est pas un phénomène qui survient que pendant la chirurgie. Et une fois qu'on a réveillé le patient, ben, on est tranquille et on est dédouané de ce risque-là. Alors, sur l'évolution, beaucoup de chirurgies sont maintenant appréhendées soit par technique hybride, soit par voie endovasculaire. Et sur les surveillances qui sont faites sur plusieurs années dans certains registres, on voit diminuer l'incidence quand même de l'ischémie médulaire au fur et à mesure de l'évolution des techniques d'approche endovasculaire, notamment on verra les endoprothèses fenêtrées ou double fenêtrées. Donc on passe de 4 à 5% à quelque chose qui est entre 1,5 et 2%. Et quel est le taux de drainage, d'utilisation du drainage de LCR pour les approches endovasculaires? Là, on est encore dans des séries d'endovasculaires. Vous voyez, c'est autour de 30%. Alors, il y a une tendance à la diminution. Dans cette série, ils avaient fait tests statistiques sur entre 2014 et 2018. Je ne sais pas pourquoi ils n'avaient pas pris 2019, il n'y avait peut-être pas assez de patients. Mais c'était pas très significatif comme tendance, mais ça a l'air de se confirmer. Et par contre, ça c'est sur le drainage. En haut, c'est le drainage en péropératoire, si vous n'avez pas à lire. Et en bas, c'est le drainage en post-opératoire, c'est-à-dire plus cette fois-ci en prophylaxie, mais plutôt en curatif. Et là, l'incidence du drainage en curatif, elle, diminuait de façon un peu plus significative, mais c'est à la marge, hein, c'est vraiment moins de 5% des patients. Alors, quels sont les facteurs de risque de survenue d'une ischémie médulaire? Parce que c'est ça vraiment qui va déterminer la stratégie. Bon, bien sûr, toutes les stratégies en urgence, la dissection aortique est plus pourvoyeuse d'ischémie médulaire, l'étendue de l'atteinte aortique, bien évidemment, la rupture aortique avec le tas de choc qui peut se surajouter, le niveau du clampage aortique dans la chirurgie ouverte, l'âge, les comorbidités, l'existence déjà d'une chirurgie abdominale préalable où on peut craindre qu'il y ait certaines collatéralités qui étaient perdues à ce moment-là, en particulier s'il y a eu une exclusion de l'artère hypogastrique à ce moment-là, et aussi des éléments de dysfonction rénale. Donc si on se rapporte à la classification de Crawford de la pathologie de l'aorte thoraco-abdominale, on voit que le risque majeur, il est dans les types de 1 à 3 de Crawford qui concernent des portions assez étendues de l'aorte thoracique descendante ou thoraco-abdominale. Alors les facteurs de risque, on peut les distinguer un petit peu entre chirurgie ouverte ou chirurgie par voie endovasculaire. Grosso modo, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un élément à prendre en compte, c'est le temps, quand on est en chirurgie ouverte, c'est bien sûr le temps de clampage aortique et bien sûr l'incidence de paraplégie va augmenter fortement si on passe de 15 à 30 à 60 minutes de clampage aortique. C'est pour ça que bien évidemment il faut mettre en place des techniques maintenant de suppléance circulatoire, soit par CEC, soit par ECMO, pour limiter ce risque, assurer une bonne perfusion en distalité du clampage. Dans la chirurgie endovasculaire, les facteurs de risque, c'est un petit peu comme on vous a dit tout à l'heure, hein, la chirurgie préalable au niveau de l'aorte abdominale, patients qui ont une athérosclérose sévère, surtout sur la portion donc aortique. L'hypotension est un élément bien sûr défavorable. Et puis tout ce qui va être accident
pendant l'intervention, en particulier les lésions au niveau de la bord iliaque, la perte de l'artère sous-clavière gauche ou de l'artère hypogastrique et les couvertures très étendues de l'aorte, bien évidemment. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure sur ces approches hybrides, endovasculaires et en chirurgie ouverte. Il y a des résultats qui sont encourageants là-dedans, des petites séries, mais voilà, nous, sur les activités qui ont été faites dans le service, il y avait voilà, il y a eu 33 patients en 2016 qui avaient été rapportés. 3% de paraplégie chez ces patients-là, voilà, ça reste pas non plus complètement anodin, même si c'est probablement mieux que ce qu'on faisait en chirurgie ouverte, avec des taux d'endofuite là qui étaient plutôt assez intéressants, plus bas que ce qui avait été rapporté précédemment. Alors, quels sont les moyens de protection médulaire qu'on peut mettre en place? Il y a énormément de stratégies qui ont pu être décrites, mais très peu ont vraiment émergé. L'essentiel est basé sur l'amélioration de la perfusion médulaire, notamment par le contrôle de la pression du liquide céphalorachidien par le biais du fameux drainage. Ensuite, il faut essayer d'optimiser la pression de perfusion médulaire, en particulier dans les chirurgies ouvertes avec une assistance circulatoire pour faire baisser la pression veineuse, diminuer la congestion cardiaque et la chute du débit en augmentant la pression de perfusion distale, assurer un certain degré d'hypothermie modérée et éventuellement, il a été décrit de faire du refroidissement épidural, ce qui est un peu plus anecdotique, on va dire. Après, sur le plan pharmacologique, il y a beaucoup de choses. Je ne veux pas tout citer. La papévérine intratécale, c'est peut-être ce qui revient le plus souvent. Et en termes de monitorage, les potentiels évoqués somesthésiques, les potentiels évoqués moteurs, éventuellement le NIRS aussi, qui est d'approche assez facile et beaucoup plus accessible dans la plupart de nos blocs opératoires, avec des écueils sur les potentiels évoqués somesthésiques qui sont assez peu sensibles parfois, ou moteurs, mais qui sont plus difficiles à mettre en place. Alors bien sûr, quand il y a autant d'alternatives, c'est que probablement ça veut dire qu'il n'y en a aucune qui marche vraiment bien. Et donc il faut se méfier un peu de tout ça. Alors il y a eu des recommandations qui datent un petit peu maintenant, mais elles ont le mérite d'exister sur les managements de ces patients-là. Si on les résume, globalement, il y a des niveaux de preuve qui sont relativement faibles quand même. Et une seule recommandation de classe 1, c'est effectivement la technique de drainage du liquide céphalorachidien, que ce soit dans la chirurgie ouverte ou endovasculaire pour les patients à haut risque. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va le mettre systématiquement, mais c'est qu'il va falloir vraiment faire une sélection des patients sur lesquels on estime qu'il y a un risque suffisant pour aller mettre un drainage. Donc ensuite, les autres éléments que j'ai un petit peu cités, qui concernent l'optimisation de la pression de perfusion médulaire, éventuellement l'hypothermie ou le refroidissement épidural ou le monitorage neurophysiologique, mais avec des niveaux de recommandation beaucoup plus faibles à ce moment-là. Est-ce que les stratégies peuvent varier effectivement en fonction du type de chirurgie qu'on propose, que ce soit chirurgie ouverte ou endovasculaire? Cette distinction, elle est un petit peu artificielle quand on sait qu'il y a un certain nombre de procédures qui sont faites de façon hybride entre les deux. Donc voilà, ce qui est commun quand même aux deux, on revient sur le drainage du LCR, la préservation de l'artère sous-clavière et de l'artère iliaque interne et hypogastrique. Les stratégies, on va dire, étagées, comme ce qui a été décrit tout à l'heure, de réparation, on va dire, en plusieurs étapes. Et alors,
Il y a certains, alors le rationnel pour le faire en plusieurs étapes, c'est que quand on va exclure un certain nombre de vaisseaux à destinée médulaire, on va laisser se développer la collatéralité pour assurer une meilleure perfusion médulaire. Et certains ont l'idée, c'est à l'étude actuellement, de faire des embolisations préopératoires segmentaires des secteurs qu'on prévoit de couvrir. Comme ça permet éventuellement de le faire de façon plus séquentielle et de laisser se développer la néovascularisation, enfin en tout cas la collatéralité avant de faire l'intervention. Voilà. Bon, on ne peut pas dire si c'est vraiment efficace comme stratégie, on attend d'avoir des résultats. Après, le reste est quand même, voilà, le neuromonitoring, on va en reparler un petit peu, rajouter de la papavérine intratécale, il y a quand même assez peu de données là-dessus. Nous, en pratique, on ne le fait pas. Concernant la chirurgie endovasculaire, il y a des recommandations de la Société de chirurgie vasculaire qui sont apparues, qui ont été publiées en 2021, concernant vraiment uniquement la chirurgie endovasculaire. Et là, ils disent clairement qu'il faut avoir une hypertension contrôlée pendant la procédure, peut-être probablement post-opératoire également, avec une pression artérielle, ce qu'on disait tout à l'heure, qui peut viser des PAM supérieurs à 90, ce qui peut paraître assez haut sur les patients qui sont à haut risque et avec une couverture de plus de 15 cm de longueur, avec les autres éléments de facteurs de risque qu'on a décrits précédemment. Il recommande là aussi, encore une fois, l'utilisation prophylactique préventive du drainage du LCR pour les patients à haut risque. Alors, juste pour éclairer un petit peu sur ce qui est fait chez nous avec les endoprothèses double fenêtrées de la crosse aortique. Sur un patient, là, c'est une dissection type B. Avec du tout endovasculaire, procédure où on va aborder la fémorale et l'artère humérale pour cathétériser là aussi la sous-clavière gauche et avoir une stratégie où on va monter l'endoprothèse dans l'aorte et la crosse qui va être fenêtrée sur les troncs supraortiques et une mise en place par le stent qui va être monté au travers de l'endoprothèse dans le départ de la sous-clavière gauche, qui va permettre aussi à la fois de sécuriser la perfusion de la sous-clavière et de stabiliser le positionnement de l'endoprothèse. Donc c'est des stratégies qui demandent une équipe entraînée. Ils font pas ça demain. Vous voyez, ils sont au moins 3 ou 4 sur le site de l'intervention pour manipuler tous les guides et toutes les prothèses. Donc je remercie professeur Ludovic Cano et Thomas Gandé pour le montage de ces petits films très explicites. Voilà, et ça finit, on finit tout en percutané avec une fermeture par des proglides sur l'artère fémorale. Alors le drainage de LCR, comment on fait en pratique? Il y a différentes stratégies qui sont décrites. Il est souvent prévu de le faire dès le pair opératoire. Alors est-ce qu'il faut le mettre en place la veille ou le matin de la chirurgie? Tout dépend du type d'anticoagulation qui sera prévu. C'est sûr que s'il y a une CEC avec une full anticoagulation, il faut l'envisager la veille. Très souvent, on le pose le jour même dans les autres cas, avec, s'il y a un accident de ponction, ça risque de faire annuler la chirurgie derrière. Alors on laisse en place 72, 48 heures. Certaines équipes disent 48 heures et puis on prolonge jusqu'à 96 heures en cas de paraplégie.
et on draine de façon plus ou moins libre. Alors certains limitent le débit maximal de drainage par heure, d'autres non. Et surtout, l'objectif, il est de drainer tant qu'on a une pression de LCR supérieure à 10 mm de mercure. En pratique, comment ça se passe? Là, c'est en patient arrive en réanimation avec son drainage en place. Nous, on associe toujours une mesure de la pression. Donc, on a un capteur de pression qui est installé sur la ligne de drainage, qui va après ici dans le dos. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de contre-pression qui soit installée sur la ligne du capteur de pression. Là, évidemment, il ne faut pas que ça injecte dans le LCR. Et donc, on a un système de robinet qui fait que soit on mesure la pression, soit on fait du drainage. Et la colonne de drainage, elle est ici. Il faut que le zéro soit calé sur le niveau du rachis médulaire, enfin la moelle épinière, donc en général au niveau de l'oreille interne. Et on cale la réglette de drainage à 10 mm de mercure pour drainer tout ce qui, quand la pression dépasse ce seuil-là. Donc quand on n'est pas en mode drainage, on est en mode monitorage de la pression. Ce qui fait qu'on est clampé sur le drainage, donc ça permet aussi de mobiliser un petit peu le patient. Sinon le problème c'est que quand il est drainé, il faut qu'il reste allongé à plat. Alors les complications sur le drainage de LCR c'est assez classique, hein, les céphalées, la brèche péridurale, même si on en voit très très peu, avec des fuites persistantes de LCR, syndrome donc post-PL. L'hématome médulaire ou épidural, pour le coup, où on va se dire, est-ce que c'est, quand il y a une paraplégie, est-ce que c'est lié à la chirurgie ou est-ce que c'est lié à notre mise en place de cathéter? Des risques infectieux, bien sûr, plus on va garder en place le drainage longtemps. Je ne l'ai pas marqué là aussi ici, mais la nécessité de maintenir le patient en soins critiques avec son drainage. Des risques théoriques de vasospasme, de baisse de débit vasculaire médulaire si on draine trop, je n'ai jamais vu. Rupture de cathéter intratécal, ça c'est plus embêtant. Et on a du matériel qui fait des fois défaut, enfin en termes de qualité, et malheureusement ça arrive quelquefois. Et surtout, le fait de devoir maintenir le patient en position allongée stricte sur des patients qui ont une chirurgie lourde pour la plupart et avec des difficultés ventilatoires post-opératoires, avec des épanchements, avec des atelectasies, des choses comme ça, ça augmente aussi le risque respiratoire. Donc ça fait se poser la question, est-ce qu'il faut vraiment le faire en prophylactique, en préopératoire, ou est-ce qu'il faut le faire simplement en curatif au cas par cas? Alors, il y a cette série qui met un peu le pavé dans la mare, on disait, parce que c'est vrai que, en particulier sur les endoprothèses, on peut se dire la chirurgie est quand même relativement rapide, assez courte, et le malade, on le réveille assez vite. Donc, si on peut le réveiller et puis revoir après. Malheureusement, il semble que, alors là, c'était pas significatif sur la mortalité, mais en analyse multivariée, ça sort quand même assez nettement. C'est que quand le cathéter est placé en post-opératoire, en curatif, bien le risque de paraplégie permanente est quand même fortement augmenté. Donc peut-être une interrogation de ce côté-là. Bon, sinon, ça j'aurais pu le mettre avant, mais c'est les méta-analyses qui montrent l'intérêt du drainage du LCR dans la chirurgie thoraco-abdominale. Sur le monitorage, certaines équipes ont proposé du NIRS médulaire. Alors ça paraît séduisant, techniquement ça fonctionne. Après voilà, c'est peut-être des stratégies à développer, mais qui demandent quand même beaucoup de cathéters, beaucoup de capteurs et qui peuvent éventuellement gêner aussi sur la visualisation pour l'imagerie. Alors encore une fois, les poses d'endoprothèse fénétrées de la crosse, de la aorte ascendante, vous voyez, ça peut aller quand même jusqu'à de façon très très loin. Et c'est vrai qu'on fait volontiers de la surveillance du NIRS dans ces cas-là.
Alors là, on avait doublé il y avait le NIRS cérébral en haut ici et le NIRS des membres inférieurs. C'était un petit peu pour documenter. On voyait assez bien la période d'ischémie liée à la présence du portage de l'endoprothèse, hein, qui sont des dispositifs assez gros, quasi occlusifs au niveau de l'artère. Et au niveau cérébral, ben, le temps de baisse de désaturation cérébrale, le temps de déployer la prothèse est quand même très, très, très court dans ce cas-là. Alors on évolue encore et on fait certaines de ces procédures d'endoprothèse fénétrée sous anesthésie locale avec sédation. Patient non intubé en ventilation spontanée avec propofol, Remifenta ou juste propofol avec une bonne locale. Et puis ça se passe plutôt bien. Hein. Voilà, on a un petit témoignage. Bonjour, ça va ? Donc on demande si ça va. S'il y a pas mal, tout va bien, nickel, on passe à la suite. Et comme ça, on peut voir de suite s'ils bougent ou ils ne bougent pas les jambes. Bonjour, ça va ? Oui, bon, ça, on a compris. Donc, la protection neuromédulaire, ben, finalement, ça doit être quand même une discussion d'équipe pluridisciplinaire entre les anesthésistes réanimateurs et les chirurgiens, essentiellement. Elle est quand même beaucoup axée autour du drainage du LCR dans les procédures à risque. Le risque d'ischémie, il est quand même plurifactoriel, donc il faut essayer de jouer sur l'ensemble de ces facteurs-là. Et puis, bien sûr, il faut s'adapter en permanence sur les nouvelles techniques chirurgicales qui progressent sans arrêt et penser à instaurer une surveillance post-opératoire quand même prolongée parce que le risque perdure dans les jours qui suivent l'intervention. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette super présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Pourquoi préserver la sous-clavière gauche ? Mais plus on va garder de vascularisation, de préserver des potentielles collatéralités, pour la vascularisation médulaire, hein, parce qu'il y a des circuits de collatéralité qui partent à partir de la sous-clavière gauche. Et donc ça a été quand même clairement montré hein, dans les procédures chirurgicales, c'est qu'on diminue quand même beaucoup le risque d'ischémie médulaire en préservant ces axes vasculaires si on doit couvrir large sur l'aorte thoraco-abdominale. Merci Philippe. Il y a une compagnie qui développe un appareil de retrait automatisé du LCR qui mesure la pression automatiquement et dès que la pression s'élève au-dessus du seuil qu'on a choisi, il va retirer le débit, il va s'arrêter avec le double avantage que on va éviter les dépressions trop importantes et les risques d'hématomes sous-duraux et aussi le fait qu'il n'y a pas de manipulation et que ça a peut-être un côté clean. Intéressant. Tu as l'expérience de ces outils-là ? Du tout, je ne les connais pas. Alors, c'est vrai que nous, on a eu quand même beaucoup de mal ces derniers temps, depuis 2-3 ans, là, sur les cathéters de dérivation lombaire, puisque le marché s'est un petit peu rétréci, visiblement. Et donc, avec des difficultés à la pose, se réadapter aux nouveaux cathéters. C'est important ce que tu dis, oui, parce que effectivement, ce serait intéressant, surtout pour la période péropératoire, parce que finalement, c'est assez difficile pendant cette période-là d'avoir vraiment le bon niveau de drainage, s'assurer de la bonne pression. Des fois, on se rend compte en fin d'intervention qu'on a drainé un peu trop ou qu'on aurait pu drainer un peu plus. Donc oui, ça a certainement un intérêt, mais je ne connais pas ces dispositifs-là. Et après, la manipulation en réanimation, bon, il faut éviter. Bon, une fois que le système est installé, branché, on fait juste que tourner un robinet. Mais le risque est toujours qu'il y ait quelqu'un qui fasse une mauvaise intervention, pas forcément mal intentionnée, mais par mégarde dans ce système-là. Salut.
Ouais. Alors ça, je me pose la question comment ça fonctionne parce que s'ils sont semi-assis, la pression du coup, qui est mesurée, elle est plus valable, elle est plus fiable. Donc mais ça draine même quand il est debout. Je sais pas. Personnellement, je peux pas vous donner d'opinion. On l'a jamais testé. Oui, Julien. Nous, on ne draine pas de pair-up, parce qu'avec les mouvements de table, on a toujours peur justement qu'il y ait des siphonnages. Est-ce que c'est une erreur ou, nous, on ne fait pas pair-up, on fait que post-up, puisqu'en plus, le NEM, habituellement, il est plutôt à 24-48 heures, et du coup, le risque médulaire réel, il est plutôt en post-opératoire. C'est une erreur Avant de préparer ce topo, je t'aurais dit probablement non. Et là, bon, il y a quelques données quand même qui sont en faveur du drainage péropératoire, dès la période péropératoire. Parce que tu vas quand même prévenir des phénomènes d'ischémie sur la moelle qui vont après générer de l'œdème et tout ça. Donc tu arrives quand même un petit peu avant la bataille et il semble que ce soit mieux quand même. Maintenant, c'est toujours le bénéfice-risque en fonction du risque attendu de paraplégie, quoi, hein. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas le faire sur toutes les procédures, il faut vraiment sélectionner les patients. Mais justement, le problème étant de comment on sélectionne, parce que c'est toujours pas tranché finalement entre du préventif et du curatif. Et à part la zone de couverture de l'endoprothèse, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on a comme autres facteurs qui peuvent nous dire que c'est à risque? Mais là, bon, on peut aller finement essayer de voir vraiment la vascularisation médulaire, peut-être avec l'IAM, mais honnêtement, c'est pas quelque chose qui est fait en routine. Nous, on raisonne de façon assez pragmatique avec les chirurgiens. Soit il y a eu déjà une couverture, parce que effectivement, on est parfois dans des procédures un peu étagées où dans son passé, le patient a déjà eu une chirurgie aortique, en particulier abdominale. Donc, quand on doit couvrir en haut, on est quand même plus enclin à mettre un drainage si la couverture est très large. C'est vraiment sur l'étendue, plus la perte de collatéralité potentielle. Et ça, c'est essentiel. Alors, c'est vrai qu'avec les nouvelles techniques d'endoprothèse fenêtrée, double fenêtrée, avec une sécurisation assez importante sur la vascularisation sous-clavière, un contrôle angiographique péropératoire, on diminue quand même pas mal nos incidences de drainage avec ça. Oui, alors c'est une bonne question parce que c'est dire, bon, est-ce qu'on draine, est-ce que finalement on arrive à récupérer dans une série celle qui est de 2016, là, les 3 patients qui avaient eu une paraplégie qui avait été drainée par voie, enfin les procédures endovasculaires qui ont été drainées secondairement, eux, ils avaient pu récupérer. Mais c'est pas le cas c'est pas homogène dans la littérature. Il y a quand même un certain nombre de récupérations, au moins partielles. Après, il y en a, ils ont aucune récupération. Il faut être honnête aussi avec ça, et voilà. Mais c'est pas magique, hein, c'est pas la magique boulette non plus. Hein. Même avec un drainage préventif, oui, non, c'est là pour ces cas-là, oui, c'était mis en post-op, mais en post-op avec un réveil très précoce et voilà. Mais voilà. L'autre série plus large américaine contredit un petit peu ces données-là. Et les corticoïdes en cas d'ischémie médulaire, comme ça, en plus du drainage, est-ce qu'il y a des bénéfices? C'est assez hétérogène, moi je n'ai pas de réponse. Ouais, c'est assez hétérogène. Alors, on l'a eu fait parfois vraiment quand je me souviens d'un cas sur une dissection aortique de type A qui s'était réveillé paraplégique, qu'on avait fini par drainer, qu'on avait mis, c'était une personne jeune, on avait essayé de tout jouer avec les corticoïdes et tout. Bon, te dire si c'est vraiment efficace, j'en sais rien. Les autres injections intratécales, anesthésiques locaux, mais c'est difficile pour la surveillance, papavérine, pourquoi pas. Mais c'est là aussi plutôt en prévention, plutôt qu'en curatif. Donc après ça peut être un moyen thérapeutique associé, quoi. Mais te dire si c'est vraiment efficace, je ne sais pas. Dernière question, s'il vous plaît. Vous avez parlé des objectifs de pression artérielle moyenne claire opératoire
Alors, si on a un monitorage de la pression du LCR, ça facilite un petit peu les choses. Parce que voilà, si on maintient une pression à 10 ou inférieure et qu'on a une PAM à 80, ça suffit, quoi, hein, voilà. Après, le problème, c'est quand on est en aveugle, oui, il faut plutôt les avoir à 80, 90 de pression plutôt qu'à 60, quoi. Mais c'est vrai qu'on a du mal à être extrêmement rigoureux sur ce paramètre-là, surtout sur les malades qui ont des fois un risque de saignement. Donc c'est... Voilà. Il faut balancer. Ah ben, si on... Vraiment, c'est les 48, 72 premières heures qui sont... Ouais. Merci beaucoup. Merci. En voilà qui met fin à cette très belle session. Je suis sûr qu'il y aura encore beaucoup de questions. Et le drainage du LCR, on n'a pas fini d'en discuter entre anesthésistes, réanimateurs et chirurgiens. Merci à tous. Bonne fin de congrès.